Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en format long et c'est la première que je fais sur ma chaîne YouTube, c'est une FAQ. Donc je vous ai demandé sur Instagram et je vous ai demandé aussi sur YouTube si vous aviez des questions, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages. Donc j'ai fait une sélection de questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Alors j'ai toutes les questions qui sont notées ici sur mon iPad, je vais y répondre progressivement. Question numéro 1. Comment fais-tu pour travailler quand tu n'es pas motivé du fait d'être à ton compte et de pouvoir travailler quand tu le souhaites? Alors ça c'est une très bonne question parce qu'en fait je crois que le challenge numéro 1 quand on est ce qu'on appelle solopreneur, donc on est tout seul dans son business, c'est de trouver la motivation pour travailler alors qu'en réalité on n'a aucun patron au-dessus qui nous oblige à aller travailler. Bien entendu, on a forcément le salaire à la fin du mois qui doit tomber, on a des choses à payer, donc ça motive. Mais c'est vrai qu'on a moins cette obligation et cette espèce de charge qui dit que tous les matins, à 9 h, il faut pointer, on a des collègues, on a un responsable, on a du moins une personne au-dessus qui va évaluer notre comportement. On arrive à maintenir une organisation, et puis des fois on n'arrive pas du tout. C'est là qu'il faut beaucoup d'autodiscipline et que c'est pas toujours très facile. Donc j'essaye en fait d'avoir une organisation très carrée et pour tout vous dire, je trouve que ça fonctionne beaucoup par cycle. Il y a des périodes où je vais être très carrée, je vais arriver tous les jours à la même heure, je vais abattre une quantité de travail phénoménale. Et puis en fait, il y a des moments où justement ma routine me pèse, j'en ai ras-le-bol, j'ai envie de faire tout et n'importe quoi. Voilà, j'ai envie en fait de ne plus avoir d'horaire imposés, même si c'est moi qui me les impose, de plus avoir de routine, mais au contraire de pouvoir m'amuser et de faire ce que je veux, quand je veux, même si finalement ma charge de travail pourrait être la même, ce qui est finalement pas toujours le cas bien entendu. Voilà, j'ai besoin d'un moment aussi où ça dysfonctionne, où je fais n'importe quoi, pour ensuite revenir à la base et me dire, alors là, il faut que je redevienne carré, ça va pas du tout. Donc je pense que c'est par cycle, j'ai besoin de routine, je m'appuie énormément sur des routines, mais dès qu'en fait j'ai une routine qui est installée depuis trop longtemps, j'ai un besoin mais irrationnel de tout faire voler en éclats et de reprendre. Voilà. Donc c'est pas toujours facile. Maintenant, ce que je fais pour garder de l'énergie, j'ai plusieurs astuces. La première, c'est les jours où j'ai vraiment pas envie, je mets des baskets. Et en fait, immédiatement, si je suis chez moi et que je mets mes baskets de sport, j'ai envie de faire plein de choses parce que je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe, il doit y avoir une explication, mais en fait ça me donne beaucoup d'énergie. Quand je dois aller en extérieur, ou je dois aller à mon bureau et que je sais que j'ai pas le choix d'y aller mais que j'ai vraiment pas envie, je mets un tailleur. Ça me donne immédiatement en fait cette espèce de posture de femme qui va travailler. Ça me... Voilà, je sais pas comment ça se fait, mais en tout cas j'y vais pas en jogging. Il y a un hélicoptère juste au-dessus, j'espère que vous entendez pas trop. Je vais fermer. Voilà, ça c'est des petits tips. Maintenant, je continue à dire qu'une organisation béton, c'est important. J'ai appris à connaître un peu aussi mon cycle et de me dire, bon ben voilà, une semaine avant, c'est un moment où je suis repliée sur moi-même. Par contre, je suis très créative, et ben je vais m'attribuer des tâches qui sont très créatives dans ces moments-là. Et puis, il y en a d'autres où je sais que je vais être très très sociable, je vais avoir besoin d'extérieur, je vais avoir besoin de voir des gens. Donc je sais que je vais potentiellement moins travailler aussi parce qu'en fait, je vais être très très vite tentée d'aller boire des verres, de sortir, d'aller au cinéma, etc. Donc en fait, j'ai une vie perso qui va prendre un peu plus le pas sur la vie pro. Et ça fait que peu de temps que j'apprends à me connaître, que j'ai décidé déjà d'apprendre à me connaître, que j'apprends à me connaître et que j'apprends à ne pas culpabiliser. Et ça, c'est un gros travail, ne pas culpabiliser surtout, parce que je pense que quand on est entrepreneur, on a tendance à travailler plus ou moins tout le temps et donc à pas forcément apprendre à faire de pauses. Ensuite, deuxième question, comment organises-tu tes journées? Okay. Il y en a plusieurs qui sont un peu dans la même veine. Plusieurs choses, déjà j'essaye d'organiser mes semaines à l'avance. Chose que je ne faisais plus, organisation que je remets à jour. J'essaye tous les vendredis soirs d'organiser ma semaine de la semaine suivante pour ne pas arriver le matin et me dire qu'est-ce que je dois faire. Parce qu'en fait ça me demande une énergie de me rappeler, de chercher, etc., qui n'est pas nécessaire quand on a énormément de choses à faire. Ce qu'on oublie parfois, c'est que quand on est tout seul dans une entreprise, en fait, on a toutes les casquettes, donc on s'occupe de la compta, des mails, des réseaux sociaux, du cœur du métier, donc l'expertise. Moi, pour le coup, ça va être les patrons. Et encore, s'occuper des réseaux sociaux, ça peut être juste parler aux personnes sur les réseaux sociaux, alors qu'après, il y a toute la création de contenu, le montage de la création de contenu, voilà, j'ai les livrets, j'ai la partie couture, enfin voilà. Donc en fait, j'utilise un logiciel qui s'appelle Notion, que tout le monde peut utiliser et qui est gratuit pour
en fonction du niveau que vous voulez. Dessus, j'organise tout. En fait, j'ai j'ai des tableaux de données que j'utilise de différentes manières. Donc chaque jour, j'ai une to-do list. Chaque projet est répertorié dedans avec à chaque fois toutes les tâches que je dois faire pour ce projet. J'essaye de faire des rétro-planning pour chaque projet, parce que des fois on en a plusieurs en même temps, pour avoir en fait des deadlines qui me disent à quelle date je dois faire telle tâche. Et comme ça me permet aussi de savoir si finalement je suis en avance ou si je suis en retard. Soit je vais au bureau, puisque j'ai un espace de coworking en centre-ville, soit je reste chez moi où j'ai une pièce qui est dédiée, que j'appelle l'atelier, parce que j'ai dans mon bureau les machines à coudre et tout ce qu'il me faut pour coudre, tout ce qui concerne en fait la couture est rangé dans cette pièce sacrée. Quand j'ai pas envie de voir des gens, en général je reste à la maison, comme ça au moins je sais que je suis au calme et j'arrive à avancer. Et quand je peux plus voir chez moi, parce que justement je n'ai plus cette séparation entre le travail et la maison, je vais au bureau et au contraire je profite au bureau où j'ai globalement la plupart de mes amis, donc ça me permet aussi de les voir. Donc c'est un peu ce que je vous disais précédemment, c'est qu'en fonction aussi du cycle, je vais avoir des envies qui sont différentes de lieu de travail. Voilà, donc en gros ma journée, j'essaye de me lever assez tôt parce que je suis quelqu'un du matin, je travaille très bien le matin, donc souvent je fais du travail, ce qu'on appelle le deep work, c'est vraiment du travail qui me demande que de la concentration cérébrale. Et maintenant, l'après-midi, je vais faire des tâches beaucoup plus créatives et qui me demandent beaucoup moins de temps. Donc tout ce qui est couture, etc., je vais le faire l'après-midi. Es-tu stressée lors d'un lancement de produit? Alors oui, je suis très stressée lors des lancements de produits. J'ai toujours peur que ça plaise pas. D'ailleurs, je me dis toujours que ça plaît pas. C'est un peu comme les séjours couture. Lorsque je lance un séjour couture, je me dis, mais en fait, t'es bête, t'aurais jamais dû le faire, tu vas pas y arriver. C'est terrible parce que dans ma tête, c'est immédiat. C'est-à-dire que le soir même, je me dis, en fait, t'es nul, personne va s'inscrire. Pourquoi tu l'as fait, ça te confronte juste au fait que personne va venir. Pour le coup, c'est ce qui s'est passé à mon dernier séjour du mois de septembre. Le soir même, je crois que j'ai une personne qui a réservé. Dans la semaine, il restait plus que 2 places disponibles, 2 ou 3 places disponibles. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis aussi dit, bon, à un moment donné, il va falloir arrêter de stresser pour rien, arrêter de se dire qu'on ne réussit pas, parce que c'est pas vrai et que là, on vient de nous le démontrer. Donc, je me suis promis pour les prochains lancements, justement, de moins me stresser. Mais je reconnais que c'est quand même un peu dur parce que quand on lance un patron sur le marché, on ne sait jamais comment ça va être perçu. Et avec les réseaux sociaux, on peut avoir de tout. Donc on ne sait jamais si au détour d'un scroll sur Instagram, on tombe sur un produit à nous, on n'a pas vu, on n'a pas été tagué. Et il y a des gens qui mettent des commentaires. Et alors moi, c'est la boule au ventre. Je me dis, oh là là, j'espère que ça se passe bien. J'espère que ça va leur plaire. J'espère qu'ils vont pas dire qu'il y a trop d'erreurs. En fait, c'est dur de ne pas faire d'erreur, forcément. Et comme c'est acheté par des personnes qui s'y connaissent en couture, qui peuvent juger votre travail immédiatement et en plus le poster sur les réseaux, on a l'impression que d'un coup, on est mis sur une scène et qu'on vient de dire « Hey, regardez, elle a fait une erreur !» Et ça, en fait, c'est ma plus grande peur. Alors qu'en réalité, y a pas mort d'homme, quoi. Enfin, bon, si demain je réussis pas avec ma marque de patron, en réalité, j'ai tellement d'envie, tellement de projets derrière que je pourrais faire autre chose. Mais c'est une peur, et je dirais même que la plus grande peur que j'ai eue, c'est Gaston. Parce que Gaston, j'ai eu très peu de temps pour le mettre au point. J'avais vraiment envie de faire un modèle qui soit un peu élaboré, même en termes techniques. Et finalement, il y a eu ce problème des bretelles. On l'a lancé en challenge avec Makerist, donc je savais qu'il y aurait potentiellement énormément de personnes qui réaliseraient le modèle. Léonie avait été un vrai succès, alors que je m'y attendais pas du tout. Résultat, quand j'ai fait Gaston, j'ai vraiment eu peur qu'en fait ce soit la panade. Donc déjà, quand j'ai créé le modèle, je me disais, oh là 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 là, où je patauge là. Quand je l'ai lancé, je me souviens que j'en avais la boule au ventre le soir, j'ai coupé tous les réseaux parce que j'avais qu'une seule peur, c'est qu'on me dise mais ce modèle est complètement nul, qu'on me descende sur les réseaux. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait cette erreur de bretelle, j'ai essayé de la réparer et puis en fait, je devais le monter par la suite d'ailleurs, je devais le refaire et j'y ai plus jamais touché. Et je pense qu'il va me falloir encore peut-être quelques mois avant de retoucher à ce patron. Voilà, pour moi, ça a été un gros flop, alors que d'autres gens l'ont peut-être pas du tout vécu comme ça, que tout le monde le trouve super beau, et du coup j'ai cette peur en permanence de décevoir les personnes sur ce modèle. Voilà, c'est un peu... c'est chargé un peu comme vidéo. Alors, est-ce qu'on a une question plus légère? Qu'est-ce que j'y ai mis? Comment as-tu décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, j'ai jamais décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat en fait, c'est ça qui est important. Enfin, j'ai une admiration totale et vraiment sincère pour les personnes qui se disent je vais créer telle boîte, je vais lancer tel projet. Parce qu'en réalité, jamais de la vie j'aurais été capable de le faire. Mais jamais. Parce que moi, ça s'est pas du tout passé comme ça. Je donnais des cours de couture à l'époque et je travaillais en parallèle chez Obad. J'ai eu envie de créer, voilà, un lieu où les personnes pourraient venir coudre parce que je voyais la problématique quand j'allais chez les gens. Il y avait souvent les parents, les enfants, le chien, l'appel à table, les devoirs à côté,
pas la place pour mettre la machine à coudre. Enfin, c'était toujours compliqué de faire des cours à domicile. Et en fait, j'en avais un peu ma claque d'arriver et de me dire, bon bah en fait, je donne un cours à quelqu'un, et il y a le père qui regarde la télé, mais à 2 mètres de moi. Et donc en fait, on n'est pas dans de bonnes conditions. J'en parle à une copine, qui me dit, ah bah ouais, ça serait une super idée, etc. Ça reste là. Et puis j'ai une autre amie, qui était ma voisine à l'époque, qui me dit, regarde, la ville où on habitait faisait un appel à projet, on pouvait déposer un projet. Elle me dit, bah j'ai pensé à toi. Mais alors comme ça, hein, sans savoir pourquoi. Très bien. Moi, je n'en ai absolument que faire. Je me dis, mais on s'en fiche. Et je crois que c'était quelque chose comme le mardi. Le vendredi, j'ai cette idée qui me revient en tête. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, je vais le faire, de toute façon, je vais pas gagner. Donc, je suis partie perdante. Et j'ai monté le projet, je me suis prise à rêver, je me suis dit, mais ce serait génial que ça le fasse, ce serait un super projet. En fait, comme j'aime créer, je me suis rendu compte que j'aimais aussi créer des projets. Et donc, j'en parlais, je commençais à en parler à ma famille, à plein de gens autour de moi, je rends le dossier à temps, et j'apprends que je suis sélectionnée pour l'oral. Donc, moi, je joue le jeu jusqu'au bout parce que je veux surtout pas décevoir les gens qui ont lu le projet. Donc, j'y vais. Je fais l'oral, je me souviens avec un col roulé parce que j'ai des plaques partout quand j'ai peur. J'avais fait une sorte de business plan, enfin vraiment j'avais... En fait je découvrais le monde de l'entrepreneuriat via ce projet. Je fais l'oral devant une quinzaine de personnes, dont le maire de la ville où j'habitais, quasiment que des entrepreneurs, les personnes qui sont là, et des élus. Et puis en fait je me sens pas à l'aise, mais je montre, je fais semblant. Et je parais à l'aise. Donc on me pose des questions, je blague un peu avec les personnes pour me détendre moi-même, et arrive 3 semaines plus tard, le jour de la cérémonie, pour remettre ou non 3 prix. Et j'y vais avec donc 2 copines, et en fait j'y crois tellement pas, quand ils s'annoncent mon prénom, je n'y vais pas, parce qu'en fait je n'entends même pas que c'est moi. Et c'est mes copines qui me poussent, ils me disent, mais Guillemette, c'est toi. Et j'observe et je vois mon projet. Et en fait, j'ai été élue dans la catégorie pour laquelle même pas pour laquelle je postulais, pour une autre. Ils m'avaient changé de catégorie entre deux, donc en plus, je comprenais pas. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles. Ils m'ont aidé à monter, on va dire plus ou moins, on rentrera pas dans les détails, mais ils m'ont aidé plus ou moins à monter mon projet aussi. Enfin, du moins, tout le début, j'ai eu un accompagnement qui était absolument génial. Et en plus, j'avais des mentors, enfin voilà, des mentors qui ont été assez présents. J'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat comme ça. Et en fait, j'avais peur, mais à la fois je me disais, mais de toute façon, tu n'as pas le choix, puisqu'il y a des personnes qui ont voté pour toi. Donc en fait, je l'ai surtout fait parce que je voulais pas décevoir toutes les personnes à qui j'en avais parlé, les personnes du trophée qui avaient voté pour moi. Je pouvais pas abandonner. Et en aucun cas, je l'ai fait vraiment en me disant, bon bah allez, j'y vais, je prends mon courage à deux mains. Non, j'avais pas du tout de courage. Et par ailleurs, il y en a beaucoup qui ont abandonné dans ce projet. Et en fait, moi, ça m'était pas du tout venu à l'esprit. Pour moi, c'était impossible de trahir un peu ces personnes qui avaient donné confiance en mon projet. Et donc, j'ai monté mon projet qui est devenu mon atelier de couture que j'ai eu pendant 4 ans. Voilà. C'est important des fois aussi de se dire qu'il y a des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'elles ont envie, et en fait, ça se fait assez naturellement. Et puis, il y en a d'autres qui se retrouvent dans l'entrepreneuriat par hasard, et en fait, oui, le par hasard existe. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite entreprendre ? Quel conseil je lui donnerais ? Je lui dirais de bien s'entourer par rapport à sa famille, aux personnes les plus proches. Je parle pas forcément dans l'entreprise, mais en fait, pour moi, le plus important, c'est d'avoir un entourage qui est solide et compréhensif, qui sait qu'en fait, ça va être très très difficile, qu'on va être absent, que même quand on est physiquement présent, on va être mentalement absent parce qu'en fait, on mange, on boit, on dort notre entreprise, que l'on va potentiellement avoir beaucoup d'insomnie aussi, beaucoup d'excitation, et qu'en fait c'est les montagnes russes en permanence. Et souvent on se dit ah oui, oui, bien sûr, mais on se rend pas compte quand on est dedans. Et il faut, je pense, avoir un entourage solide qui est en mesure de comprendre les problématiques que l'on peut vivre au fur et à mesure. Il faut comprendre pourquoi il y a des fois on a envie de baisser les bras et de tout abandonner, pourquoi est-ce que des fois on a envie au contraire de soulever des montagnes, pourquoi aussi parfois au bout d'un an on a envie de complètement changer de projet, parce que ça arrive une fois qu'on a monté un projet, on a déjà vu une facette et on se dit ah mais en fait je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, etc. Et c'est très difficile de résister à ces envies-là. Je dirais que c'est ça, bien s'entourer, bien communiquer, tout au long, bien communiquer avec les personnes qui sont autour de nous. Il faut accepter aussi le fait que l'entourage souvent donne l'impression de mieux savoir que nous notre projet, alors que nous on a la tête dedans. Des fois il faut savoir écouter par politesse. Des fois, c'est parce que c'est très pertinent, mais comme on a la tête dans le guidon, on s'en rend pas compte. Et puis des fois, en fait, il faut juste couper court et dire à certaines personnes, écoute, voilà, ton avis est certainement pertinent, je le garde de côté, mais la conversation, on l'arrête là, parce que les gens ont tendance, l'entourage a tendance à dire, pourquoi tu fais passer ci, pourquoi tu fais passer là, ou il faudrait que...
alors qu'en réalité, ils ne sont pas à notre place. Donc, une personne qui entreprend, il y a qu'elle qui est dans son projet, et elle peut s'entourer de plein de personnes, aussi bienveillantes soient-elles. Il ne faut pas les laisser s'immiscer un peu trop, mais il ne faut pas non plus complètement se barricader. Il faut savoir trouver ce juste milieu. De toute manière, la première année, c'est difficile. Il n'y a pas à dire, c'est difficile, je pense, pour beaucoup. Petit bonus de tips, après 1 ou 2 ans de projet, réfléchir au temps que l'on passe sur son projet et au temps que l'on a sur sa vie perso. Parce qu'en fait, c'est la balance vie pro, vie perso. Il faut commencer à la régler à partir du, on va dire, 1 an et demi, 2 ans, je pense. Il y en a, ça se fait au bout de 3 ans. Mais il ne faut pas négliger cette partie-là. Moi, pour le coup, quand j'ai monté mon projet, j'ai vécu mon projet à fond. Pendant 3 ans, j'ai tout donné, je suis quasiment pas partie en voyage. J'étais très jeune, du coup je voyais tous mes potes partir en voyage. J'ai tout sacrifié pour mon projet qui finalement n'est pas allé au bout, puisque c'était un atelier de couture. Et en fait, quand j'ai recommencé mon projet, enfin que j'ai continué la partie patron, là je me suis fait une promesse, c'est que ma vie perso ne sera pas entachée par ma vie pro, et que j'ai envie de profiter. En fait, j'ai envie de profiter de la vie parce que le sacrifice, je l'ai fait. Et que le jour où le projet s'arrête, on a un peu l'impression que tout s'arrête. Et quand on a tout donné à notre projet, et que ça s'arrête, on a l'impression que nous, on sait plus trop ce qu'on vaut, on sait plus ce qu'on est, on sait plus où on est, on sait plus où on va, etc. Donc c'est important aussi la vie perso, puis ça fait du bien d'avoir aussi un peu de temps libre, de faire d'autres choses. C'est bien. Voilà, c'est les multiples conseils que je donnerais. Où vis-tu actuellement? Eh bien, je vis à Marseille maintenant. Donc, je suis originaire de Rouen, où j'ai vécu pendant 20 ans. J'ai ensuite migré à Paris, où j'ai vécu pendant 9 ans. J'ai monté mon atelier en banlieue parisienne. Et ensuite, quand mon projet s'est arrêté, je suis partie, enfin voilà, pour diverses raisons. Je suis partie et maintenant je vis à Marseille où le climat est d'une douceur et où la vie est d'une douceur par rapport à Paris. Je vous le conseille si jamais vous cherchez où venir. Mais voilà, je me plais énormément dans le sud et je ne compte pas bouger pour le moment en tout cas. Pourquoi as-tu souhaité continuer les patrons? En fait, j'ai continué mon activité pour une histoire toute simple. C'est qu'en fait, pendant les 4 années où j'ai donné des cours de couture, j'avais des élèves qui étaient assez fidèles. C'est même pas des élèves parce que c'est des personnes qui venaient coudre dans mon atelier de manière très autonome, mais avec qui j'y m'étais liée d'amitié. Et en fait, j'ai constaté que le fait de réaliser leurs propres sous-vêtements, elles étaient passées du stade « je porte des culottes très simples, grises, noires, bleu marine, en coton », à « je me fais un tanga Gaspard, je me fais des strings, j'adore Edmond, je me fais des porte-jartelles, etc. » avec des couleurs bleu électrique, vert, etc. Et qu'en fait, ça avait été une sorte de cheminement sans s'en rendre compte, de passer de quelque chose, enfin d'un état d'esprit où c'est je me fonds dans la masse, je ne veux pas qu'on me voie, et ça passait par les sous-vêtements et par les vêtements du dessus, à j'existe, j'accepte qu'on me voie et qu'on me remarque, je porte des sous-vêtements et des vêtements de couleur. Et en fait, cette prise de conscience m'a amené à me dire, mais en fait, il y a un pouvoir sur les sous-vêtements, j'ai réfléchi à ça. Tout ça, ça a été voilà, sur de nombreuses années, mais en fait, je me suis rendu compte que moi-même, en travaillant dans de grandes marques de lingerie, quand j'avais un rendez-vous, que j'avais un date avec un mec, j'avais envie de mettre mes plus beaux sous-vêtements, et qu'en fait, je me sentais mieux dans mes beaux sous-vêtements. Quand j'avais un entretien d'exceptionnel, je mettais une parure, voilà, d'une part, j'avais la chance d'avoir des sous-vêtements qui étaient superbes, parce que du coup, j'avais travaillé dans des maisons de lingerie, donc j'avais des sous-vêtements qui étaient bien à ma taille, qui étaient superbes, que j'aurais jamais pu m'offrir dans d'autres circonstances. En plus, ça me donnait une confiance en moi, j'avais l'impression que je pouvais relever des défis grâce à ça. Et plus j'apprenais aux clientes de ma boutique à coudre leurs sous-vêtements, plus je me rendais compte qu'en fait, c'était pas seulement personnel, mais que c'était global, que la plupart des femmes en fait étaient contentes. J'ai même eu des retours de beaucoup de femmes qui me disaient en fait mon mari m'a surpris avec tel sous-vêtement, il l'a trouvé tellement beau, il m'a complimenté, et qu'en fait au fur et à mesure elles ont retrouvé aussi une relation un peu plus, j'ai pas envie de dire charnelle, mais du moins une relation beaucoup plus sensuelle, elles par rapport à leur corps et leur mari par rapport à leur corps, enfin voilà, il y a toute une dimension psychologique. Et comme c'était des femmes que je voyais relativement toutes les semaines pendant quasiment 4 ans, vous vous doutez que l'évolution, on a pu la voir, elle a été fulgurante pendant ces 4 années, et qu'on a pu faire un bilan à la fin où on s'est rendu compte qu'en fait, porter des sous-vêtements qui sont à notre taille, qui nous plaisent, avec des matières qui sont confortables, parce que pour certaines c'est aussi important, et en plus de l'avoir fait soi-même, en fait, ce cocktail donnait un résultat qui était plus que positif. Et en fait, je me suis rendu compte de l'impact que ça avait,
et l'impact aujourd'hui que je peux avoir sur des femmes qui me disent bah je suis trop contente parce que j'ai une cicatrice de césarienne, je souhaite la cacher parce que je me sens pas bien et grâce à ton maillot de bain, bah, je peux aller sur la plage et être sereine parce que il est joli, j'ai choisi la matière, la forme j'adore, en plus je l'ai fait moi-même et les gens se rendent pas compte que je l'ai fait moi-même et à chaque fois j'ai pas toutes mes copines. Et ben voilà, j'ai le cœur qui explose. En fait, c'est ce genre de témoignage qui m'amène à la racine même de ce que j'ai voulu faire, c'était ça. Donc aujourd'hui, je le ressens moins parce que bah, je travaille plus en digital. C'est pour ça que les séjours couture, c'est trop cool. Et quand par exemple sur un salon, beaucoup viennent me voir et me remercient, bon bah là je retrouve les témoignages que je pouvais avoir il y a plusieurs années quand j'étais dans mon atelier. Le slogan que j'ai fait, c'est permettre aux femmes de réaliser une lingerie qui leur ressemble. En fait, c'est pas anodin, c'est qu'en fait j'ai vraiment la volonté que il y a des femmes qui se disent je peux mettre du jersey et de la dentelle parce que je suis allergique à telle manière ou parce que j'ai la peau qui est sensible à tel endroit, mais par contre je peux mettre de la dentelle sur mon jersey. Et donc du coup ça lui donne un côté un peu plus sympa, où je peux mettre du tulle et de la dentelle parce que maintenant je sais exactement où je peux les mettre pour que ce soit un modèle qui me plaise, où je peux cacher tel défaut, ou alors je peux faire ressortir telle partie de mon corps. Enfin voilà, en fait j'ai vraiment envie d'aider les femmes et les hommes, parce que je fais aussi des boxers et des slips, mais j'ai vraiment envie d'aider tout le monde à se sentir bien dans les premiers vêtements qu'on met le matin. Enfin, c'est quand même tout bête, mais première chose qu'on fait, on enfile sa petite culotte. Et où son soutien-gorge. Donc ça me semble important que les premiers vêtements qu'on mette et qui n'appartiennent qu'à nous, ce soit ceux dans lesquels on se sent le mieux. Parce que sinon, c'est ridicule. Enfin, bon, voilà. Ça, c'est mon point de vue et ça répond, je l'espère, à ta question. Quels sont tes nouveaux projets? Alors, comme nouveaux projets, ben, à la fois j'en ai plein et à la fois j'en ai peu. Parce que j'ai pris une décision au mois de juin, c'est certainement, après la nouvelle collection qui arrive, de ne plus créer de nouveaux patrons, du moins pas de la manière dont je le faisais au départ. Donc j'ai eu un cheminement de pensée, j'arrête tout, puis ensuite, ah ben non, finalement je ferais bien ceci, je ferais bien cela, pour arriver à la fin, la conclusion que faire des patrons, c'est compliqué, ça demande beaucoup de temps, et en fait, vivre sa vie, enfin du moins moi, vivre ma vie de cette activité, c'est compliqué. Donc créer des patrons, c'est pas forcément une bonne idée, mais du coup ça m'a amené à, on va dire, changer le projecteur. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce que je pourrais faire qui continuerait mon activité, mais qui pour moi en fait me demanderait moins de temps à l'instant T? Parce que là aujourd'hui j'ai une large gamme de patrons, j'en ai un peu plus de 34, donc je pense que j'ai quand même bien fait mon boulot, et que maintenant je peux peut-être m'occuper d'autres choses. Donc il y a d'autres projets qui arrivent, mais j'ai pas trop envie d'en parler tout de suite, mais ça arrive vraiment rapidement. Et après, comme autre projet, pour le moment j'ai aucun partenariat en cours, mais à la fois j'ai la liste des projets annexes potentiels qui est long comme le bras. Voilà, j'aimerais faire plein de choses, mais je peux pas trop dire. Voilà. Donc cette question, je vais pas y répondre pendant longtemps parce qu'en fait je dis pas grand chose. Seras-tu au CSF cette année? Alors oui, je serai aux créations savoir-faire de cette année. Je serai comme l'année dernière, j'allais dire en covoiturage. Pas du tout. Je serai sur le même stand que ma petite laine parce que Agathe et Olivia, ça s'est bien passé l'année dernière. Et là on se dit qu'on le referait cette année aussi. Il faut aussi dire les choses, c'est qu'en réalité financièrement ça nous aide énormément de pouvoir partager le stand. Ça a bien marché pour tout le monde, donc oui, je serai aux créations savoir-faire cette année sur la durée totale du salon. Et dernière question, comptes-tu proposer des patrons de soutien-gorge avec armature? Alors cette question je l'ai en permanence, je suis désolée, mais non. En fait, peut-être que je le ferai plus tard quand j'aurai le temps, mais il faut savoir que j'ai double diplôme. J'ai un diplôme de modéliste, mais un diplôme de modéliste prêt-à-porter. Donc je sais faire le modélisme pour le prêt-à-porter. Voilà, en gros. Et j'ai un diplôme de technicienne corsetterie. En gros, c'est un diplôme, mais à la fois, en fait, on faisait un peu de modélisme, mais on va dire que par la suite, dans mon travail, ça m'a amené à être ce qu'on appelle, donc pour certains techniciennes et pour d'autres mécaniciennes modèles, c'est-à-dire qu'on est la personne qui est sur la machine à coudre. Ce qui fait que finalement, j'ai fait mes armes au-delà de mes études, j'ai fait mes armes dans des maisons de lingerie sur la machine à coudre. Donc j'ai une appétence pour tout ce qui est coudre, qui est énorme. Par contre, en modélisme, moins. Et même si j'ai beaucoup appris, parce que j'avais des amis modélistes, que je regardais ce qu'elles faisaient, qu'on travaille en binôme, donc forcément, on est au courant de comment il faut faire telle modification, enfin voilà, et puis de par ma formation de modéliste en prêt-à-porter, c'était pas non plus très compliqué pour moi de me projeter dans ce rôle-là, encore plus maintenant, mais je n'ai pas en réalité de formation concrète et réelle sur les armatures. Et je sais une chose, j'ai des amis enfin mes amis modélistes m'ont toujours dit, et je l'ai vu dans mon travail, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont dire que ça se passe pas comme ça réellement et qu'on peut faire autrement. Et dans ce cas-là, je
vous avez la pleine connaissance. On travaille en général un soutien-gorge autour d'une armature. Ça veut dire qu'il faudrait que je trouve une armature que j'estime correcte, que je fasse toutes mes gradations autour de cette armature aussi, et que je travaille mon soutien-gorge avec. Et donc que je vous livre cette armature avec le patron. Ou alors que je vous mette, comme on fait des fois, un dessin. Mais qu'est-ce qui me garantit que vous allez trouver exactement la même armature? J'en sais rien. Je sais que si vous mettez une armature complètement différente dans un soutien-gorge, vous n'avez pas du tout le même rendu, c'est même finalement dangereux parce que pour votre poitrine, c'est pas du tout adapté, donc ça peut même finalement appuyer à des endroits où c'est pas censé appuyer. Donc en fait, étant donné que pour moi c'est encore un peu flou et que je ferais n'importe quoi, voilà, tout simplement, je ferais clairement n'importe quoi, je vois pas pourquoi je le proposerais alors que il y en a qui le font très bien, qui ont une formation de modéliste, qui ont travaillé en tant que modéliste, qui s'y connaissent et qui sauront repérer des erreurs aussi de débutants. Franchement, je leur laisse le marché, que toutes les personnes qui savent le faire s'en occupent, et puis moi finalement je peux m'occuper d'autres choses, mais pour le moment en tout cas pas au moins avant 2 ans, vous me verrez faire un soutien-gorge avec armature. Et dans 2 ans, je suis pas sûre que je vous dise oui. Voilà. Et bien écoutez, nous sommes arrivés au terme de ces 11 questions. J'ai été très bavarde, mais en même temps c'est le but aussi de la FAQ. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous voulez revenir sur des points, soit vous m'envoyez un mail, soit vous me contactez en commentaire de cette vidéo, soit vous me contactez sur Instagram. En tout cas, je suis disponible. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.